Il y a des véhicules qui sont plus que des machines. Ils sont le décor d'une époque, la bande-son d'une nation au travail, le visage familier de la vie quotidienne. Pendant près de 20 ans, de la fin des années 60 au début des années 80, si vous viviez en France, ce son et ce visage étaient une présence constante, presque subliminale. C'était le camion du boulanger qui livrait le pain croustillant aux premières lueurs de l'aube, celui du maçon chargé de briques à de sacs de ciment sur les chantiers de la France en pleine expansion, celui du maraîcher qui déballait ses légumes sur les marchés de village. C'était la bétaillère de l'éleveur, le fourgon cellulaire vert de la gendarmerie, surnommé « panier à salade », l'ambulance rouge des pompiers qui se frayaient un chemin dans les embouteillages. Ce camion omniprésent, et c'était le Super Goélette, le SG2. Et sur sa calandre, un nom en lettres capitales, un nom qui incarnait la puissance industrielle française, Saviem. Saviem n'était pas un petit constructeur artisanal, c'était un géant, le numéro 1 incontesté, le maître absolu du camion en France. Une entreprise née non pas de la passion d'un inventeur, mais de la volonté froide et calculée de l'État, conçue pour être le champion national, le fer de lance de l'industrie tricolore du poids lourd. Pendant des années, ils ont dominé le marché intérieur avec une poigne de fer, produisant une gamme extraordinairement complète de véhicules, des plus petits utilitaires aux plus grands bus articulés de la RATP. Ils étaient le symbole de la France industrielle, moderne et conquérante des 30 Glorieuses. Et pourtant, aujourd'hui, le nom Saviem a disparu. Et absorbé, effacé, relégué aux livres d'histoire et au rassemblement de véhicules anciens. Et si l'on regarde au-delà des frontières de l'Hexagone, son histoire est celle d'un échec cuisant, d'une ambition déçue. Sur le grand échiquier européen, le champion français n'a jamais réussi à s'imposer. Il a été contourné, surclassé, et finalement humilié par une force irrésistible, une machine de guerre industrielle venue de l'autre côté du Rhin. Les constructeurs allemands, Mercedes-Benz en tête. Comment Saviem, si écrasant de puissance sur son marché domestique, a-t-il pu tout perdre face à la concurrence allemande? Comment le grand plan français pour créer un champion national a-t-il pu aboutir à une défaite aussi cuisante sur la scène internationale? Mais l'histoire de Saviem est une leçon fascinante sur la différence cruciale entre être un roi dans son royaume protégé et un simple concurrent dans un monde ouvert et impitoyable. C'est l'histoire d'un géant aux pieds d'argile et du réveil brutal d'une industrie qui, trop longtemps, s'est crue à l'abri derrière ses propres frontières. Pour comprendre la naissance de Saviem, il faut se replonger dans le chaos de l'industrie française du poids lourd au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le paysage est complètement atomisé. Une multitude de petites marques historiques, des noms glorieux comme Latil, Saumua, Willem, Bernard ou Rocher-Schneider produisent des camions. Ce sont souvent des véhicules de grande qualité, robustes et innovants, mais ils sont fabriqués de manière quasi artisanale, en petite série, et dans des usines vieillissantes. Ce sont les survivants d'un monde d'avant, des entreprises familiales incapables de faire face aux investissements massifs requis par la production de masse qui s'annonce. Le gouvernement français de la 4e République, dans sa logique planificatrice inspirée du Conseil national de la Résistance, voit cette fragmentation comme une faiblesse stratégique majeure pour la reconstruction du pays. L'idée d'un champion national, d'une grande entreprise capable de rationaliser la production, de moderniser l'outil industriel et de faire face à la concurrence étrangère, fait son chemin. L'acteur tout désigné pour porter ce projet, c'est la Régie nationale des usines Renault, l'entreprise fraîchement nationalisée, et déjà un géant de l'automobile et un puissant outil au service de la politique industrielle de l'État. En 1955, après des années de réflexion et de manœuvres politiques, l'État orchestre la naissance de Saviem. Le nom lui-même est un pur produit de la technocratie de l'époque, un acronyme froid et fonctionnel, Saviem, pour Société anonyme de véhicules industriels et d'équipements mécaniques. Ce n'est pas une création spontanée, c'est un mariage forcé, une fusion-absorption conçue dans les bureaux des ministères.
Saviem est créé en regroupant la division poids lourds de Renault avec deux des plus anciennes et des plus respectées marques françaises, Somua, le spécialiste des gros camions et des véhicules militaires, et Latil, le pionnier des tracteurs agricoles et des véhicules à 4 roues motrices. L'objectif est clair et triple, mettre fin au désordre, créer un leader incontesté en France et, à terme, doter le pays d'une force de frappe capable de partir à la conquête de l'Europe. Au début, la stratégie fonctionne à merveille, du moins sur le territoire national. La nouvelle entité, dirigée d'une main de fer par la culture d'ingénieurs de Renault, met de l'ordre dans le chaos. Les premières années sont consacrées à une tâche herculéenne, rationaliser une gamme de produits totalement hétéroclite, un véritable patchwork de modèles hérités des différentes marques, souvent concurrents entre eux. On voit ainsi apparaître des camions de transition, badgés Saviem LR-S, Latil Renault Somua, des machines robustes mais déjà un peu démodées, affublées du surnom de fainéants à cause de leur long capot proéminent qui semble vouloir prendre son temps. Mais le véritable coup de génie de Saviem et l'acte de naissance de sa domination en France pour les 2 décennies à venir arrive au milieu des années 60. L'entreprise, après avoir digéré ses acquisitions, lance enfin une gamme de produits entièrement nouvelle, pensée et conçue sous la seule bannière Saviem. C'est la gamme S pour Super. Au sommet de la gamme moyenne, les Super Galions SG4. Et juste en dessous, la star absolue, le véhicule qui va devenir le visage de la marque, le Super Goélette SG2. Le SG2 n'est pas un camion révolutionnaire sur le plan technique, mais c'est l'incarnation de l'outil parfait. Il est simple, robuste, incroyablement polyvalent. Il bénéficie d'un excellent moteur diesel d'origine anglaise, le fameux Perkins, qui est à la fois sobre, coupleux et d'une fiabilité légendaire. Il est facile à conduire, avec une cabine avancée qui offre une visibilité parfaite, et surtout, il est facile à entretenir. Il répond avec une précision chirurgicale aux besoins de la France qui travaille, les artisans, les livreurs, les petites et moyennes entreprises. Le succès est absolument phénoménal. Le SG2 devient le couteau suisse de l'utilitaire français, produit à des centaines de milliers d'exemplaires et décliné en une myriade de versions. Fort de ce succès, Saviem ne s'arrête pas là. L'entreprise devient un acteur majeur et bientôt quasi monopolistique du transport en commun. En s'associant avec le grand carrossier Chausson, puis en l'absorbant, Saviem produit les bus et les cars qui équiperont la RATP et toutes les grandes villes de France. À la fin des années 60, la mission est accomplie. Saviem est le maître incontesté du marché français. Il a absorbé ou tué tous ses vieux concurrents. Il est devenu le champion national que l'État avait voulu créer. Et c'est précisément à ce moment de triomphe absolu, au sommet de sa gloire, que les graines de sa future et terrible défaite sont plantées. Si vous êtes fasciné par ces grandes batailles industrielles qui ont façonné notre monde moderne, n'hésitez pas à vous abonner. Nous explorons ces épopées, ces triomphes et ces tragédies chaque semaine. Revenons à notre champion français, au moment où un rival redoutable, silencieux et méthodique se prépare de l'autre côté du Rhin. Pendant que Saviem prospère dans un marché français largement protégé par des barrières douanières et une préférence nationale naturelle, l'Allemagne connaît son Wirtschaftswunder, son miracle économique. Et au cœur de ce miracle, il y a une entreprise qui incarne la rigueur, la qualité et l'ambition mondiale, Mercedes-Benz. La stratégie de Mercedes est dès le départ radicalement différente de celle de Saviem. Mercedes ne pense pas seulement à reconstruire l'Allemagne, ils pensent à conquérir l'Europe, puis le monde. Leur approche est d'une rigueur, d'une cohérence et d'une intelligence redoutables. Premièrement, ils développent une gamme de camions extraordinairement standardisés. Des petits porteurs aux plus gros tracteurs long courrier, tous partagent une même philosophie de qualité de fabrication, de robustesse, à toute épreuve et de fiabilité légendaire. Leur cabine, comme la fameuse Kurzhauber,
à capot rond, sont modernes, conçus pour durer et pour offrir un minimum de confort aux chauffeurs. Leurs moteurs diesel développés en interne sont puissants, endurants et réputés indestructibles. Deuxièmement, et c'est le point le plus crucial, le plus stratégique, Mercedes-Benz comprend avant tout le monde qu'un camion n'est rien sans un réseau de services après-vente digne de ce nom. Un transporteur qui achète un camion n'achète pas seulement une machine, il achète une garantie de mobilité, un outil de travail qui doit fonctionner 24 heures sur 24. Mercedes tisse donc, avec une patience et une méthode incroyables, une véritable toile d'araignée de concessionnaires, de garages et de points de service à travers toute l'Europe. Un chauffeur routier allemand qui achète un Mercedes sait qu'en cas de panne au fin fond de l'Italie, de l'Espagne ou même de la France, il trouvera un garage arborant l'étoile à 3 branches, avec des mécaniciens formés et des pièces détachées disponibles. C'est une assurance absolument vitale dans le monde naissant du transport international. Et Saviem, pendant ce temps, le champion français, confortablement installé sur son marché domestique où il règne sans partage, et a tragiquement négligé ces deux aspects des fondamentaux. Sa gamme de produits est le reflet de sa naissance par fusions successives. Elle est fragmentée, parfois incohérente. Saviem excelle dans les véhicules légers et moyens, comme le SG2, mais peine à développer un véritable camion lourd long courrier, le fameux gros porteur, qui soit capable de rivaliser en termes de puissance, de fiabilité et de confort avec les Mercedes, les Mahen ou les Scania. Ces modèles haut de gamme, comme la série JM, sont souvent perçus par les transporteurs comme sous-motorisés, moins bien finis et moins fiables que leurs rivaux allemands ou suédois. Et surtout, le réseau de Saviem en dehors de la France est famélique, quasi inexistant. Un transporteur français qui achète un Saviem pour faire la ligne Paris-Lyon est parfaitement satisfait. Mais s'il doit faire la ligne Paris-Munich ou Paris-Milan, il prend un risque énorme. En cas de panne en Allemagne ou en Italie, il est seul au monde. C'est un handicap rédhibitoire. Progressivement, insidieusement, même les grands transporteurs français qui se lancent dans le trafic international commencent à se détourner de la marque nationale et à s'équiper en camions allemands ou suédois. C'est une humiliation silencieuse, mais une véritable hémorragie commerciale. Au début des années 70, la direction de Saviem, désormais consciente du péril, se réveille. L'ouverture progressive des frontières du marché commun européen expose sa vulnérabilité au grand jour. Il faut réagir, et vite, surtout sur le segment crucial du haut de gamme. Mais développer une toute nouvelle cabine, un nouveau châssis et de nouveaux moteurs coûte une fortune et prend des années. Saviem réalise qu'il n'a plus les moyens, ni le temps, de le faire seul. C'est alors qu'ils ont une idée brillante, mais qui est aussi un terrible aveu de faiblesse. Ils décident de s'allier avec d'autres constructeurs européens qui sont dans la même situation, des seconds couteaux, confrontés à la domination écrasante de Mercedes. C'est la naissance du Club des Quatre, une alliance technique inédite. Saviem s'associe avec le néerlandais DAF, à l'allemand Magirus Deutz, spécialiste des moteurs refroidis par air, et le suédois Volvo. L'objectif est de partager les énormes coûts de développement pour créer une cabine de camion moderne et commune que chaque constructeur adaptera ensuite sur son propre châssis avec son propre moteur. Sur le papier, c'est une idée de génie. Le projet aboutit en 1975 et la cabine qui en résulte est une réussite. Elle est moderne, spacieuse, confortable et très appréciée des chauffeurs. Saviem l'utilise pour sa nouvelle gamme H, mais le mal est plus profond. Cette cabine, aussi réussie soit-elle, est partagée. Elle n'est pas un symbole de la supériorité technologique de Saviem, mais de la coopération. Pendant ce temps, Mercedes continue de tracer sa route, seule, avec ses propres produits, renforçant son image de leader incontesté. La décennie 70 est une lente agonie pour le champion français. L'ouverture totale des frontières le met en concurrence frontale avec des entreprises mieux préparées, plus agressives et avec de meilleurs produits sur le segment clé du transport international. Le choc pétrolier de 1973
aggrave la situation, provoquant une crise économique qui frappe durement tout le secteur du transport routier. L'État français, l'architecte de Saviem, regarde la situation avec une inquiétude croissante. Il voit son champion national perdre pied, et il voit que l'autre grand constructeur français, son éternel rival Berliet, basé à Lyon et appartenant à Michelin, est confronté exactement aux mêmes problèmes et aux mêmes défis. La vieille logique technocratique française, celle qui avait présidé à la naissance de Saviem, refait surface. Aussi la France a deux champions affaiblis qui se battent quand et pour les mêmes parts de marché, pourquoi ne pas les fusionner pour n'en faire qu'un seul, encore plus grand, encore plus fort? En 1978, la décision est prise, sous l'impulsion du gouvernement. Renault, la maison mère de Saviem, rachète Berliet à Michelin. Les deux frères ennemis, les deux plus grands noms du camion français, sont forcés de fusionner. La nouvelle entité est baptisée Renault Véhicules Industriels, RVI. C'est la fin de l'histoire pour Saviem en tant que marque. Tout comme Berliet, son nom est progressivement effacé des calandres, remplacé par le seul losange de Renault. Le Super Goélette SG2, lui-même, finira sa glorieuse carrière badgée Renault. La marque qui avait été créée pour unifier et dominer l'industrie française du camion est morte. Et absorbée dans une structure encore plus grande, dans une ultime tentative de créer le champion que la France n'avait jamais réussi à avoir. Alors, pourquoi Saviem a-t-il tout perdu face aux Allemands? Il a perdu parce qu'il était le produit d'un système qui a privilégié la domination d'un marché intérieur protégé plutôt que la préparation à la compétition internationale. Les Allemands ont gagné non seulement parce que leurs camions étaient cimentés souvent de meilleure qualité sur le segment crucial du haut de gamme, mais surtout parce que leur stratégie était meilleure. Ils ont pensé Europe dès le premier jour, en construisant un produit et, plus important encore, un réseau conçu pour le marché continental. Saviem a pensé France, et quand les murs sont tombés, il était trop tard pour changer de mentalité, de culture et de stratégie. L'héritage de Saviem est complexe. D'un côté, il y a le souvenir affectueux et nostalgique de ses produits les plus réussis, comme l'indestructible SG2, qui ont été des outils de travail extraordinaires et qui ont littéralement façonné le paysage de la France des 30 Glorieuses. De l'autre, son histoire est une mise en garde, une cautionary tale sur les limites d'une politique industrielle protectionniste dans un monde qui s'ouvre. La dernière et cruelle ironie de cette histoire, RVI, l'entité créée pour être le champion français ultime, a finalement été rebaptisée Renault Trucks, puis vendue en 2001 aux Suédois, Volvo, l'un des anciens partenaires de Saviem dans le Club des Quatre. Le champion national, conçu pour résister aux étrangers, a fini par être racheté par l'un d'eux. Une fin que personne, à l'époque de la création triomphante de Saviem, n'aurait pu imaginer.